bon, enfin pareil, c'est le Grand Charles, c'est pas juste Pasqua en fait, c'est ce que tout ce que ça représente en termes de réseau d'influence et ouais, vraiment, c'est des allégories, les personnages, des fois ils peuvent être. Enfin, on disait tout à l'heure, en fait, il y a des gens qui les trouvent, qui peuvent les trouver parfois caricaturaux parce qu'il y a énormément de choses. Et en fait, quand on en discute, en fait, j'ai l'impression qu'on se retrouve beaucoup à se dire que on connaît énormément de gens à qui, en fait, dont la vie est en fait beaucoup plus dure et que en fait c'est pas caricatural, c'est genre je sais pas comment on disait ça tout à l'heure qu'en fait c'est parfois en dessous de la réalité peut-être même sur la je crois que le bouquin est dur en fait il est à la fois noir et puis ça part sur une note d'espoir quoi mais c'est des personnages qui vivent tellement de choses que parfois on a l'impression que c'est pas possible que des gens ils vivent autant de choses violentes ou dramatiques. Et en discutant tout à l'heure, là, on se disait qu'en fait, si on écrivait la vraie vie de certaines personnes des quartiers où on a grandi, c'est la réalité qui dépasse un peu la fiction par rapport à des trucs. C'est que c'est parfois vraiment c'est une réalité. au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi, ou fantasmer parfois, ou quand on connaît pas. Quoi. Ouais. Et après, il y a ton livre, Fable de la mélancolie, Scalpel, c'est le troisième volume de la collection Béton Armé. Ouais. Et là, c'est un recueil de nouvelles aussi, mais autobiographique, où tu racontes la vie, un peu, ta vie, t'as grandi dans Cité des 3000 à Aulnay. Ouais. Et bon voilà, je raconte dans le bouquin des trucs que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer à travers des chansons ou des trucs comme ça. Sauf que la littérature, ça te permet de rentrer plus dans l'intime, de creuser des détails, ou même pendant que tu écris, tu réfléchis à des trucs et ça te... Enfin, je sais pas comment expliquer trop le processus de création, tout ça. Et donc ça raconte globalement, ça part du jeu. Donc comme je disais, ça fait chelou. Moi j'ai 33 ans, j'ai pas une vie ici de ouf, tu vois, qui fait que genre je vais raconter ma vie. Enfin, genre le mec il a 33 ans, il raconte sa vie, il pense que les gens ils vont dire oh super. Enfin c'est pas prétentieux, mais en fait moi je le devais à certaines personnes du bouquin, je me le devais à moi-même, ça m'a fait énormément de bien de le faire. Et juste j'essaie d'expliquer comment on peut être un fils de réfugié politique latino-américain dans un quartier populaire au milieu des Noirs, des Arabes, et comment on se construit personnellement dans tout ça. Et donc il y a des réflexions personnelles, des trucs super intimes, des trucs peut-être trop intimes pour certains, mais moi je me suis dit vas-y lâche tout d'entrée, comme ça après si les gens au moins ils t'aiment pas, au moins c'est clair, tu vois, et puis si ça bien, et il faut rappeler aussi que tu es originaire, tu viens du... Je suis uruguayen. Et tes parents, c'est des immigrés des réfugiés politiques. Voilà, mon père c'est un ancien Tupamaros. Et donc il a parti d'une organisation clandestine, voilà, une guérilla urbaine. Donc il a fait 6 ans de prison. Et donc il est sorti de tôle. C'est étendu, il a fallu partir. Dans ce laps de temps, moi je suis né. Ils se sont mariés avec moi dans les bras au Brésil. Et après ils sont réfugiés en France. Donc à l'époque, que tu arrives à Rio, tu te réfugies dans l'ambassade de Haut Commissariat des réfugiés, je crois, un truc comme ça. Et en gros ils te disent bon vous avez le choix il y a la France, il y a la Suède. À l'époque la Suède c'était le pays qui accueillait le plus de réfugiés latino-américains de toute l'Europe. Donc la plus grosse communauté latino-américaine elle était en Suède. Et comme ma mère enfant, elle avait été à l'Alliance française à Paysandú, la ville où je viens. Ma mère a parlé français, donc ils se sont dit on se barre en France quoi. Ça sera plus facile pour la langue, mais c'est vrai que l'accueil à l'époque en Suède c'était beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que t'arrivais, ils te donnaient un boulot, ils t'apprenaient la langue, ils te donnaient un appartement, bref, il y avait tout un tas de trucs.
Et donc en gros, ils arrivent en France avec moi, je suis bébé, on se barre à Grenoble parce que là-bas, c'est pour les familles réfugiées, c'était plus confortable, quoi. C'est un bordel. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu une des nouvelles où tu en parles. Ouais, donc il y a une nouvelle sur mon vieux, donc qui va du moment où il sort de prison au moment où il arrive en France. Donc ça se croise, c'est sa vie, le quotidien en sortant de prison. Donc il essaye entre guillemets, de se réinsérer, de trouver un taf. Donc c'est super dur parce qu'il est catalogué comme militant. Donc il joue sur des amitiés passées qui lui pistonnent pour un truc. Et il essaye de refaire des trucs politiques, c'est-à-dire il a un taf dans une usine. Donc ça c'est marrant parce que le patron de l'usine, c'est un mec qui se dit communiste pendant la dictature. Donc il a un portrait de Staline dans son bureau. Et mon vieux avec son pote avec qui ils font des trucs genre... ils mettent tout en place un système de code pour pouvoir communiquer avec d'autres ouvriers, pour faire des réunions clandestines, pour essayer un peu de dénicher les gens de gauche dans l'usine. Et donc un jour il se dit, le patron il se dit communiste, mais bon, allons le voir pour essayer de voir s'il peut nous augmenter un peu le salaire, tout ça. Donc, par exemple, ils vont le voir et il leur dit, mais vous n'êtes pas des vrais prolétaires, vous n'avez même pas honte de demander une augmentation de salaire. Si vous étiez des vrais prolétaires, vous ne demanderiez pas l'augmentation de salaire. Regardez, en Russie, ils sortent des conneries monumentales. Et le truc, c'est qu'à l'époque, par exemple en Argentine, en Uruguay, les PC, ils pouvaient accepter, ils pouvaient dire la dictature, ils pouvaient soutenir la dictature. Et entre des gens des guérillas urbaines clandestins, c'est pour ça qu'on pouvait être un mec du PC et pendant une dictature et pas être inquiété, avoir une entreprise, c'était un peu le bordel. Bon, bref, il y a plein d'anecdotes comme ça. Et puis il y a aussi une nouvelle où du fait que ton père était engagé et militant, donc tu as eu une enfance où tu as été élevé dans une éducation biberonnée au militantisme, si je puis dire. Voilà, donc avec tout ce que ça a ça fait un peu secte des fois, tu vois, c'est un peu chelou. Donc ouais, c'est comme si on te... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc moi j'ai pas eu Jésus, mais j'ai eu Che Guevara, tu vois. Le parallèle il est là. Donc t'es élevé, t'es un petit pionnier de la révolution, on va pas rester en France en 80. On est en France pour l'instant, mais fais gaffe parce qu'un jour on va peut-être rentrer parce qu'il faut faire la révolution en Uruguay. Donc tu grandis là-dedans. Comme la plus grosse partie de l'organisation elle était en Suède, du coup donc tous les enfants des militants qui représentaient quand même, je sais pas, entre la Suède, la France, la Suisse, un peu l'Espagne, l'Allemagne, je sais pas, ça faisait peut-être 150 familles. Donc 150 familles qui ont chacun 2-3 gamins, donc ça fait des enfants qu'il faut en faire quelque chose, quoi. Donc il y a des sortes de trucs de scouts calqués sur les pioneros cubains. Et donc comme la plus grosse partie de l'organisation était en Suède, on allait 2 fois par an en Suède, l'été et l'hiver, dans des sortes de camps de scouts de l'organisation, où on rencontrait des enfants d'autres organisations, des Palestiniens, des enfants du Front Polisario, Sahara occidental, des Chiliens aussi, du MIR, enfin bref, plein de trucs. Donc on avait une sorte de formation d'enfants révolutionnaires, donc on avait des cours sur les héros, sur la vie des héros, genre le Che, Simon Bolivar, enfin bref, Castro aussi. Et on nous apprenait des trucs genre de scoutisme, genre s'en sortir dans la forêt, faire à bouffer tout seul, construire, genre il y a une petite rivière, faut que tu la traverses, donc faut que tu construises avec tes camarades j'avais 6 ans. Donc t'as un couteau, tu dois te débrouiller pendant 6 heures dans la forêt avec tes potes, on revient vous chercher, faire des trucs comme ça, tu vois. Et en même temps on était endoctrinés, genre le communisme, on hissait les drapeaux, on chantait l'hymne de l'organisation, on chantait l'hymne cubain, on avait appris, on connaissait plein d'hymnes de plein de trucs là. Et
Donc voilà, ça c'est une partie de mon enfance parce que ça se croisait avec mon enfance dans mon quartier. Dans la cité, justement, et tu as une nouvelle, c'est Mehdi Montana, tu vois, où tu mets, Mehdi tu mets en Montana, avant, ouais, c'est un peu. c'est un pote à moi, c'est un mec de mon quartier, non qui traînait au même endroit que moi, qui s'appelle La Cabine, d'où après pourquoi le groupe La Cabine, etc. Et donc lui, c'était un pote qui était fasciné par Scarface, donc par Tony Montana pour ceux qui connaissent. Et donc lui, sa vie, c'était une sorte de fantasme constant sur tout était rapporté à Tony Montana en fait. Sur chaque chose que tu fais dans la vie, je sais pas, moi je sais pas, on doit aller au centre commercial, et ben lui, dans sa tête, il se mettait en mode je suis Tony Montana, donc comment Tony Montana il aurait réagi s'il va au centre commercial, tu vois. Enfin, c'est ça, hein, mais il y a des Tony Montana dans tous les quartiers de France. Hein, et donc la nouvelle, le truc c'est que c'était un gars qui fantasmait sur ça, mais c'était quelqu'un de très curieux et avec qui j'avais d'énormes discussions. Et donc comme mes potes, ils savaient que moi j'étais un fils de réfugié politique, on discutait, enfin c'est quand tu squattes un hall pendant toute une journée, tu discutes de plein de trucs, donc des fois ça discute des pères, des mères. Et donc moi, tous les poteaux du quartier, on était une petite communauté de 15 familles dans un même bloc, un même bâtiment. Donc il y avait dans la rue, les Uruguayens, là, enfin, voilà, on existait comme une mini-communauté. Et donc des fois, ils me demandaient, mais ton père, il a fait quoi? Donc moi, beaucoup de fois, je me suis retrouvé dans un hall, donc on buvait, on fumait. Et comme j'étais un bon petit soldat, je connaissais par cœur la vie du Che Guevara, l'histoire de la révolution cubaine, je connaissais plein d'autres trucs, d'ailleurs même pas que latino-américains, même des luttes de libération nationale en Afrique, en Palestine et tout, parce que je voyais des petits Palestiniens pendant mes vacances, quoi. Et du coup moi je me retrouvais à raconter pendant une heure en buvant et tout, des trucs genre le Che il est arrivé là, mais comme un film quoi. Genre, et donc Mehdi lui il était fasciné par Tony Montana, et après il était aussi fasciné par le Che, mais il le voyait comme une sorte de bonhomme qui a des couilles, qui est fou. Et il y a une part de... Enfin... Et donc voilà, voilà, cette nouvelle, elle raconte ce dialogue-là un peu surréaliste sur ça. Voilà. Et ouais, donc voilà, il y a une conclusion que j'ai beaucoup aimée dans ton livre, où tu parles sur le fait d'écrire, où tu expliques que c'est un peu ce que disait tout à l'heure Mathieu, que vous écrivez pas pour en vivre, mais parce qu'il y a des choses à dire, et que aussi votre vie c'est pas écrire, c'est autre chose, mais écrire c'est un... D'ailleurs t'en parles, il y a une phrase, je crois que je l'ai relevée, tu vois, c'est le début, tu dis je veux écrire, mais je ne veux pas être un écrivain, j'aspire l'humilité comme arme au bout de ma plume, à être un écriteur. Ouais, c'est un délire. Enfin, ça, c'est aussi ça. Le truc, c'est que ça, Mathieu pourrait t'en parler aussi, c'est que beaucoup de choses qu'on écrit, c'est vrai que c'est nous qui les écrivons, mais c'est nourri de milliers de discussions avec plein de potes, donc ça, c'est moi qui l'écris, mais c'est pas moi, c'est un peu... Je sais pas, c'est moi qui ai la main, mais c'est pas que mon cerveau, c'est... Et donc l'idée c'est de dire en gros écrivain, bah ouais écrivain, quand t'es un mec tu connais pas trop, quand on dit un écrivain, bah tout de suite un écrivain c'est un bourgeois, enfin tu vois, moi je suis pas un écrivain, je suis pas un mec, je suis un professionnel de ma plume, je vis de ça, je vais faire je suis un éditeur qui dit que je suis le meilleur mec qui écrit du monde, donc il me vend, donc l'idée de dire écriteur, ça me comme une sorte de faute de français, ça me convient mieux de dire que je suis un écriteur qu'un écrivain. Et donc la réflexion est dit que, en fait, c'est sur l'action d'écrire, c'est pourquoi t'écris et comment surtout tu veux écrire, et c'est pourquoi je rappe et comment je rappe. Moi quand je rappe, j'ai pas envie d'être signé dans une maison de disques, j'ai pas envie que mes disques soient à la FNAC, donc il y a tout un raisonnement sur la façon de rapper, des moyens que j'utilise
pour que ma parole elle soit portée. Donc cette réflexion-là, je voulais avoir un peu la même pour l'écriture. Et c'est un peu la raison de la création de Béton Armé, de la collection Béton Armé aussi. Bah, ouais, comme disait Mathieu, c'est de faire les choses de façon différente. C'est de dire on peut faire des livres d'une façon alternative et militante, comme on peut faire du rap militant et alternatif, et sans rentrer dans les schémas des éditeurs, sans qu'on te dise mais le bouquin, faut le vendre, alors il faut faire ça, et puis enfin des trucs relous. Enfin, Ouais.